Bonjour et bienvenue, nouvelle saison de Suchitaviu qui s'annonce. Bonjour Michel. Bonjour. On se retrouve donc en ce mois de septembre avec un invité, François Cornet, bonjour. Bonjour. On va parler de votre livre, Vas-y Coco. On va retracer un peu votre parcours de grand reporter également. Alors, Vas-y Coco, c'est l'histoire en fait, des histoires que vous avez vécues au sein de votre boulot. Pourquoi Vas-y Coco? C'était votre surnom du départ? Non, pas du tout. C'était à l'époque, si vous voulez, c'était très répandu dans les salles de rédaction. Les reporters, on les appelait Coco. Et les filles cocottes. Bon, c'était rédacteur en chef ou les chefs comme Michel qui nous appelaient comme ça. Donc le surnom de Vas-y Coco démarrait de François, de l'époque de François où Lazareff avait instauré ce surnom. Et il est resté très longtemps dans les annales de l'ORTF, naturellement. Jusqu'à ce qu'on vous appelle finalement Don Francesco. Oui, alors, bon, mais c'était pas méchant, c'est pas péjoratif. Hein. Et d'ailleurs, dans le livre, j'ai fait une étymologie de ce fameux coco pour le placer dans les cocos communistes et autres dénominations de coco. Alors ce coco, il démarre sa carrière notamment sur un stade de foot. Pas tout à fait, mais il démarre son stage. Alors, c'est la première rencontre aussi avec ce monde professionnel. C'est l'époque des stages, si vous voulez. Et je me retrouve à Radio Strasbourg parce que je préparais le concours de l'école de journalisme de la rue du Louvre à l'époque. Et j'y connaissais strictement rien en football, et j'y connais d'ailleurs toujours rien. Et donc, mon rédacteur en chef avait eu la bonne idée de me dire « Tu vas remplacer celui qui était spécialisé dans le football pour parler à la mi-temps de la première et de la deuxième mi-temps. Je n'avais jamais vu un match de football de ma vie. Je ne connaissais pas les noms des joueurs ni leurs numéros. Et il fallait qu'on sorte quelque chose. Et j'ai eu l'immense privilège d'avoir affaire à un vieux confrère qui a eu pitié de moi. Et pendant qu'il noircissait ses pages, il me les passait au fur et à mesure. Ça m'a permis de faire un compte-rendu sérieux et qui tenait debout. Sinon, j'étais viré sur le champ, bien sûr, pour incompétence. Et de ne pas vous faire lyncher par les supporters strasbourgeois en plus. Oui, alors, les Strasbourgeois, ça s'appelait les Pierrots de Strasbourg à l'époque. Ils étaient très célèbres et tout le monde les respectait, les suivait dans leur progression. Et c'était un match amateur, mais les Strasbourgeois accordaient autant d'importance aux amateurs qu'aux professionnels. Donc, c'était bien vu de ne pas se tromper, quoi. Alors François, je vais le tutoyer parce que ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble. On est rentré pratiquement à la télé en même temps, toi en 65 je crois, oui, c'est ça. En 67. Quand tu es arrivé la première fois après tes histoires de football loupées, là... Réussi. Oui, quand tu es arrivé à la télé, tu es arrivé comment? Tu es arrivé dans quel service? Alors, dans aucun service, c'est-à-dire le service du desk que tu connais bien, c'est-à-dire c'était le service des dépêches. Le rédacteur en chef était à l'époque Jean-Louis Guillot, qui était un grand rédacteur en chef, très connu. Et qui a eu pitié de moi parce que j'étais un ancien marin, un ancien militaire. Et j'avais fait mon service sur la Jeanne d'Arc, il adorait l'armée. Et quand je lui ai raconté tout ça, que je venais des stages de Strasbourg et que je m'apprêtais à passer le concours de l'école de journalisme, il m'a dit, écoutez, je vais vous aider, je vais vous faire une petite pige, vous serez au service du desk. Le service du desk, tu le connais, c'était le service des dépêches qu'on distribuait aux présentateurs. Mais les présentateurs, souvent absents pour des raisons parfois très personnelles et notamment sentimentales, ils nous chargeaient nous-mêmes de rédiger leurs journaux. Alors j'ai commencé comme ça pour Zitrone, pour De Caunes, pour De Citivo, pour Sevno que tu connaissais bien. Et j'ai commencé à être le nègre, en fait, des présentateurs. Mais j'étais complètement anonyme, personne ne savait qui j'étais, et il n'y avait pas de nom en générique ou quoi que ce soit. Mais ça permettait d'avoir une liaison avec ce type-là, avec Léon, qui est devenu après mon maître. J'étais copain avec lui, quoi. On avait une grosse différence d'âge, mais il m'aimait bien, je l'aimais bien aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il a fallu attendre mai 68, que tu as connu aussi, pour avoir la chance d'aller dans l'arène, quoi.
Ah bah voilà, c'est en 68, donc tu as commencé à faire des reportages ou uniquement de la cabine, ce qu'on disait, la cabine. Non, des reportages sur le terrain. Pourquoi ? Parce que tout le monde avait dévasté l'ORTF, ils tournaient en rond autour de la maison de la radio, Oui, il y avait tardivement, ils s'y étaient mis grévistes. tardivement, mais ils ont rejoint, si vous voulez, la foule de mécontents, et on n'était que quelques-uns des anonymes, on n'était même pas journalistes officiels, on était pigistes. Et un jour, il y a Sablier, Édouard Sablier, tu te souviens, c'était le grand patron de l'ORTF et de l'information, et il y avait eu l'incendie du Palais Brognard, il y avait des morts, un commissaire qui était mort à Lyon, et moi j'étais chargé de réunir l'équipe de reportage, c'est-à-dire toi, le sondier, le preneur de son, l'éclairagiste bien sûr, et un journaliste. Mais c'était Daniel Cazal, dont tu te souviens. Cazal était un super mec, un très gentil, mais il était révolutionnaire, quoi. Et il m'a dit non, moi, je suis de permanence, je suis réquisitionné, mais j'irai pas, je suis en grève. Et Sablier me dit, qui avez-vous envoyé comme journaliste ? Je dis, personne ne veut y aller. Il dit, vous y allez-vous ? Je dis, monsieur, je suis au desk. J'étais le seul à l'intérieur de la rédaction de la télé, de l'ORTF, j'étais le seul chien de garde, si vous voulez, pour surveiller la maison et déclencher les alertes quand il y avait quelque chose qui se passait. Alors j'essaie de lui dire, mais monsieur, il n'y aura plus personne. Il dit, ça m'est égal, je vous donne un ordre, c'est moi le patron, vous y allez. Donc c'est comme ça que je suis allé la première fois dans l'arène, que j'ai découvert les manifestants, que je ne voyais qu'à la télé. Et puis, quel a été ce premier sujet que vous avez sorti ? Le premier sujet, c'était cette fameuse nuit, la nuit des barricades, qui était la plus chaude des événements de mai, l'une des plus chaudes des événements de mai 68, puisque encore une fois, ils avaient tué. Il y a un commissaire qui était mort sur une manif à Lyon par un camion lancé depuis les manifestants. Ils avaient mis un pavé sur l'accélérateur et il a tué le. Bon, c'était le premier sujet, c'était les événements de mai 68. Et puis après, ça a continué, parce que comme il n'y avait personne, Guillaume m'a dit, bon, vous continuez. Donc j'ai continué, j'ai commencé comme ça, en fait. Le lendemain, j'ai fait autre chose. Et puis, ça a été d'abord les manifs, et puis après, la fin des manifs, c'est-à-dire le début des négociations avec les syndicats. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné dans la foulée. Belle destinée qu'on va suivre tout au long de cette semaine. Merci beaucoup, François Cornet. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, Miguel. On reçoit François Cornet pour le livre Vas-y Coco. On va redécouvrir un peu cette carrière. On a parlé de l'ORTF, mais à un moment donné de votre vie, vous vous dites « j'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de prendre une grande part de liberté ». C'est-à-dire, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Bon, l'ORTF se termine par Chaban-Delmas, le général Chaban, le fameux général Chaban, qui était devenu Premier ministre sportif et tout ça, et qui voulait révolutionner la société. Donc l'ORTF, monopolisé par l'État, surveillé par l'État, ce qui avait occasionné les fameuses manifestations et la révolte des personnels de l'ORTF, justement, et de la radio, il raye tout ça de la carte. Donc plus d'ORTF. Et on va faire des deux sociétés dites libres, c'est-à-dire une des sociétés dirigées par Pierre Desgroupes, grand journaliste bien sûr, et qui dirigeait 5 colonnes, et Jacqueline Baudrier, qui était la responsable, la patronne de France Inter. Et tous les jaunes qui étaient restés, si vous voulez, sur place, étaient assez mal vus. Des anciens journalistes qui étaient réintégrés. On était toujours des jaunes, bien sûr. Alors, il faut dire que je l'explique dans le bouquin. Moi, j'étais jaune parce qu'il fallait que j'avais une famille, j'avais déjà une femme et un enfant. Il fallait apporter un peu d'argent à la fin du mois, quoi. C'est normal. Donc, c'est une des grandes raisons. Et puis, en fait, j'étais pas du tout gaucho, quoi. J'étais plutôt gaulliste parce que mon père et ma mère étaient dans la résistance et tout petit, j'ai été élevé dans le culte de Gaulle. Alors évidemment, même à l'âge de 22 ans, 23 ans, j'ai toujours gardé quand même cet esprit-là, et je n'avais pas les idées qu'avaient les révolutionnaires, mais quand ils sont revenus, évidemment, on était les jaunes et ils nous voyaient d'un sale œil. Mais j'ai eu l'immense privilège
que Joseph Pasteur, qui était lui aussi, qui était déjà très connu, qui était présentateur de journal, qui faisait des émissions, qui était déjà très connu, qui est corse d'origine, et il m'avait demandé de lui donner un coup de main alors que j'étais un grouillot, si vous voulez, parce qu'on lui avait filé une émission un peu... Pas très gentil pour lui. Il animait les salons de l'agriculture, les trucs comme ça. C'était pas tout à fait sa tasse de thé à Joseph, hein, et c'était plutôt un intello. Et donc, il avait cherché un grouillot pour lui servir un peu d'adjoint et puis lui donner la réplique. Et il était tombé sur moi, qui m'avait vu sur d'autres reportages qui étaient déjà pas inintéressants, dont l'affaire Markovitch, qui était une grosse affaire de l'époque. Et il m'avait vu à l'antenne et il m'avait dit non, mais tu feras très bien l'affaire, tu m'aideras. Et puis moi, je te demande de faire ça pour le 13h, et puis le soir à 20h, tu fais ton boulot normalement. Et donc, j'étais devenu copain avec Joseph, Joseph devient le rédacteur en chef d'Information Première, cette fameuse chaîne pivot, c'était une grande chaîne, c'était la meilleure, quoi. Bon. Et tout le monde des groupes ne voulait pas travailler avec n'importe qui, donc avait embauché des grandes plumes de Virieux, Gildas, Moujotte, enfin des grands. Et tous les autres étaient recasés dans les stations régionales. C'était un peu humiliant pour eux, mais c'était la seule solution. On ne les virait pas, mais on les déplaçait, quoi. Ils ne restaient pas dans la rédaction parisienne. Et moi, je suis resté dans cette rédaction parce que j'étais le copain de Joseph et que des groupes ne m'ont même pas posé de questions. J'étais le copain de Jo, donc ça suffisait. Et Bernard Volcker, à l'époque, qui n'était pas non plus révolutionnaire, qui était resté parce que c'était le parrain du petit-fils de M. Pompidou. Voilà, ceci explique cela. Donc on a eu l'immense privilège de faire partie de cette rédaction, de rester, nous, et on était embarqués par des pointures comme j'ai dit, Gildas et compagnie. Donc c'est là que la véritable vie de reporter, et puis après de grand reporter, a démarré, si vous voulez, où je suis sorti de Paris pour aller, par exemple, sur des gros coups comme la catastrophe du Pérou. Il y avait Yungay qui avait été rayé de la carte par des tremblements de terre et des alluvions, c'est-à-dire des glissements de terrain où il y avait 250 000 morts. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et c'est là que ça a démarré, le grand reportage. Alors, plusieurs grands reportages. On va commencer par le début, le premier grand coup, un premier gros sujet qui a fait, je pense, l'intérêt des téléspectateurs. C'était quoi pour toi, ton premier grand coup? Alors, à vrai dire, je n'ai pas de souvenir précis de ce qui a été pour moi le plus important, parce que c'était tout le temps différent. C'est ce qui fait la beauté de ce métier, l'intérêt de ce boulot-là. C'est que un jour, on se retrouve sur le tremblement de terre du Pérou, et puis après, on va se retrouver sur l'attentat du DC-10 dans le Ténéré. C'est jamais la même chose, ça change toujours, et c'est ça ce qui fait l'intérêt du boulot. Maintenant, dire ce que j'ai réellement préféré ou qui m'a marqué le plus, je me suis souvent posé la question, j'ai pas vraiment la réponse, parce que tout m'a intéressé en fait. J'étais passionné par ce boulot. C'était au détriment bien sûr un peu de la vie privée, puisque je raconte dans le bouquin que quand je rentrais, qu'on avait vu tous ces morts et qu'on reprenait une vie normale, quoi, une vie de tout le monde pendant quelques jours avec sa famille, tout ça, que les profs vous convoquaient parce que le môme marchait mal en classe, c'est pas de la faute du môme, c'est de votre faute à vous, vous n'êtes jamais là. Bon, les dettes qui ne sont pas payées, le percepteur qui vous tombe dessus, l'EDF, il y a ou les assurances, il y a des paiements en retard. Et on a l'impression d'être dans un autre monde complètement décalé de ce qu'on a vécu la veille ou l'avant-veille, au milieu des morts, des cadavres, des blessés de guerre. Et on se demande ce qu'on revient faire dans le monde normal, quoi. Alors, c'est surtout ça dont je me souviens, qui m'a le plus marqué, c'est cette différence où il fallait assumer la vie d'avant. On voit des milliers de morts d'un côté et une facture qui est réclamée de l'autre. On trouve ça alors, on avait là, mais comme on est tous un peu frauderges, un peu faux cul, ça nous glissait un peu sur les plumes. J'avoue que j'y accordais pas trop d'importance. Malgré tout, il fallait que je fasse face. Mais pour moi, c'était tellement dérisoire par rapport à ce qu'on avait vu que je m'étonnais qu'on ne me pose pas de questions, justement. Puis ils avaient vu la veille à la télé un reportage, ou l'avant-veille, ou 3 jours avant, parce qu'on faisait pas des directs à l'époque, on faisait des plateaux. On ne faisait pas de direct, pas de satellite. Mais on faisait des plateaux
pour marquer notre présence sur les grands événements. Donc tout le monde regardait la télé à l'époque. Mais le percepteur, vous ne demandez pas... vous posez pas de questions sur l'avant-veille, où vous a peut-être vu ou pas vu, mais c'était toujours des questions matérielles idiotes, quoi. Et c'est à la limite, c'est surtout ça qui me marquait. Alors, par exemple, je me souviens donc de l'affaire de la Moco Cadiz, et on te retrouve, et c'est d'ailleurs la couverture de ton bouquin, la Moco Cadiz avait donc échoué au large des côtes bretonnes, et tu étais parti avec des équipes là-bas, et donc tu avais pris un Zodiac, et il y a une image extraordinaire. Alors je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou si ça t'est venu comme ça naturellement. On te voit plonger ton bras dans le goudron, dans la mer. Dans le pétrole. Dans le pétrole. Oui. Oui, pardon. On va savoir justement, voir la réponse dès demain concernant cette image. On se retrouve dès demain pour parler de tout ça. À demain. Bonjour, notre invité François Cornet, bonjour. Bonjour. Bonjour Miguel. Bonjour. On va se retrouver donc avec la question qu'on a laissée en suspens hier. Colvézi. Non, pas Colvézi, la Moco Cadiz. Non, oui, alors, en fait, la Moco Cadiz, c'était la plus grande marée noire de tous les temps. Hein, c'était énorme. Et ça avait été provoqué par un pétrolier qui charriait 250 000 tonnes de pétrole et qui a échoué au large des côtes bretonnes parce qu'il était tombé en panne au large et qu'il a traîné pour demander du secours et des remorqueurs pour le traîner. Il était en panne il était en avarie de gouvernail, donc il ne pouvait plus se diriger. Et la tractation entre la société de remorquage privée, bien sûr, et l'armateur de la Moco Cadiz, qui est un Américain, a duré 24 heures, ce qui a provoqué la catastrophe, parce qu'après, quand ils ont essayé, la tempête s'était amplifiée, on n'arrive plus à passer la remorque, et donc il a fini par s'échouer. Et évidemment, toute la presse était là, c'était une catastrophe énorme. Nous, étant un petit peu pistonnés par la gendarmerie, à l'époque, puisqu'on avait de bons rapports avec les pompiers, les gendarmes, donc on faisait des plans d'hélico, mais on avait interdiction d'y aller par la mer. C'était strictement interdit parce que c'était très dangereux. Il y avait une couche de pétrole. Si on tombait dedans, on était mort, bien sûr. On n'arrivait plus à sortir. Et puis un matin, où j'étais en train de traîner sur le bord de la plage, je vois un ancien copain que j'avais connu sur la Jeanne d'Arc, qui était devenu le lieutenant de vaisseau et qui était le patron des plongeurs démineurs de Brest. Et qui partait avec ses Zodiacs et ses équipes, parce qu'il allait tous les jours sur le bateau pour aller examiner les cuves pour savoir si elles allaient tenir ou elles allaient craquer et continuer à déverser leur pétrole. Et je le retrouve là tout à fait par hasard sur une petite plage à 6h du matin ou 7h du matin, ils allaient partir, et on se retrouve... plusieurs années après avoir fait, moi, mon service militaire, lui, son école navale, et je lui dis où tu vas. Alors il me dit, je vais sur le bateau. Je dis, tu peux pas m'emmener. Puis j'étais avec mon caméraman, mon preneur de son. Il me dit, tu vois pas la mer dans quel état c'est. Et puis même si je t'emmenais, de toute façon, ton matériel, il tiendrait pas. Et en fait, on arrive à le convaincre, on enveloppe le matériel, et nous voilà partis. Et puis arrivé presque au pied de la Moco Cadiz, de l'épave de la Moco Cadiz, on arrive à sortir le matériel et à tourner cette fameuse séquence qui est repassée plein de fois dans les catastrophes naturelles, où je plonge effectivement, on était en tenue de plongeur, parce qu'il ne fallait surtout pas tomber dedans, dans le pétrole, et je mettais mon bras, et plus j'enfonçais mon bras, plus mon bras était recouvert de pétrole, et c'est là où le téléspectateur, même moi, on a découvert que vraiment, il y en avait beaucoup, quoi. C'était très profond, la couche. C'était pas simplement une petite couche superficielle. Et donc, ça avait fait un scoop parce que on était les premiers et les seuls à avoir pu approcher de cette fameuse épave. Et donc, ça avait marqué un peu l'image. Et c'est resté à l'INA célèbre. Et c'est d'ailleurs diffusé sans arrêt sur le site de l'INA. Ça marche encore. Et ça, c'était un petit scoop, quoi. C'était sympa. Alors, il n'y a pas une aventure, on va dire ça comme ça, qui vous a marqué plus qu'une autre. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur ? Ah oui, oui, même plusieurs fois. Peur à bonne raison, à juste titre, parce que j'ai été laissé 2 fois pour mort dans mes aventures.
une fois où on avait embarqué sur un Neptune de l'aéronaval pour aller filmer les embouteillages sur la Manche. Et c'était Gildas, notre chef, et c'était ton petit collègue qui était secrétaire général de la rédaction, qui travaillait aussi, qui était caméraman, mais qui n'aimait pas l'avion. Et Darchy, le spécialiste de l'aviation, des photos des prises de vue aviation, était parti sur un meeting d'aviation, ne pouvait pas, et c'est mon petit copain qui l'avait remplacé. Donc nous voilà partis sur le Neptune à 4h du matin. On survole l'Atlantique. Les Neptunes, c'était des avions de lutte anti-sous-marine pour chasser les sous-marins qui s'approchaient trop près des côtes françaises. Ils avaient donc un nez avant et on avait mis le caméraman dans le nez avant de l'avion pour pouvoir faire ses prises de vue. Manque de peau, on patrouille dans tous les sens, des zigzags, des virages. Pas de bateau, rien du tout. Bon, et puis on reste 4 heures dans l'avion, et ils étaient 12 hommes d'équipage, et les gars nous disent, bon ben écoutez, on va se poser, parce qu'effectivement, il y a un équipage qui va prendre la relève, ils ont des heures de vol bien précis, c'est des missions de guerre pour eux. Bon, donc ils sont très souvent relayés, et embarque un autre équipage, et vous restez à bord, on va vous apporter des sandwichs, ne vous inquiétez pas, et vous pourrez continuer votre mission. Et le fameux caméraman qui n'aimait pas les avions me dit, bon, tu restes dedans si tu veux, mais moi je reste pas. Bon, alors sans caméraman, ça ne servait à rien. Donc, on descend de l'avion, on va avec l'équipage au mess, et puis relève d'équipage qui redécolle. Et tout d'un coup, on était au mess, on entend un grand bruit énorme. C'était l'avion qui s'était crashé en bout de piste en revenant parce qu'il y avait trop de brouillard. Il avait accroché son train d'atterrissage avait accroché le grillage d'entrée de la base. Il s'était crashé. Donc alors que tu aurais dû être dedans. Alors, on était dedans officiellement parce qu'on n'avait pas été rayé du manifeste de bord. Oui. Donc, dans la salle des opérations, il y avait l'équipage plus les 2 gars de la télé dont on n'avait pas de nouvelles ni des uns ni des autres. Bon, et on voit arriver l'amiral. Qui dirigeait la base et qui nous voit, qui me voit habillé normalement, quoi. Je dis mais qu'est-ce qui se passe vous étiez dans l'avion. Je dis non, on était descendu. Comment ça, vous étiez descendu de l'avion? On était descendu de l'avion parce qu'il y avait une relève d'équipage et comme on n'avait rien fait ce matin... On pouvait remercier le caméraman qui avait peur de l'avion. Hein. Oui. Grâce à lui. Et quand je l'engueulais parfois sur les coups, il me dit tu me dois le respect parce que je t'ai sauvé la vie. En fait, c'est vrai. Bon, et donc, on n'était pas rayé du manifeste. Mais Gildas, il y avait des contacts très... Michel en sait quelque chose. Il y avait des contacts très, très pointus entre l'ORTF, ou les premières télés, même Information Première, la rédaction et l'armée, les gendarmes, enfin, on était tous copains, quoi. Et la marine, la base de Lambyway avait balancé un message à Marine Paris, qui était à l'époque rue Royale, le ministère de la Marine, et qui avait répercuté sur Information Première, qui Gildas avait pris l'antenne à la place de Nounours, et avait mis nos photos pour dire qu'on était dans l'avion, on n'avait pas de nouvelles, mais qu'apparemment il n'y avait pas de survivants. Et ma femme, qui était avec sa sœur dans l'appartement, mais ma femme était en train de préparer le repas des petits, et c'était ma belle-sœur qui regardait, qui était censée regarder Nounours dans la salle à manger, et à ce moment-là, elle voit Gildas et nos photos. Donc, mais entre-temps, je dis à l'amiral, est-ce que je peux téléphoner? Alors il me dit, non, on ne peut pas téléphoner de la base, parce que la base est consignée quand il y a des accidents d'avion, tant que la commission d'enquête n'est pas passée. Mais il dit, vous prenez mon chauffeur et vous allez téléphoner au bistrot d'en face. Donc je vais téléphoner au bistrot d'en face, je téléphone à Jean-Pierre Delannoy, qui était le secrétaire général, et il me dit, Corneille, François, mais t'es pas mort? Je dis, bien non, puisque je te téléphone, imbécile. Alors elle me dit, et Roland, comment il s'appelait Roland? Son nom de famille. Roland, c'est dans le bouquin. Et je dis, il est pas mort non plus, parce qu'on n'était pas... On n'était pas dans l'avion. Alors elle me dit, comment ça, vous n'étiez pas dans l'avion? Mais Gildas vient de l'annoncer. Je dis, vous êtes con, quoi? Alors je dis, mais vous aviez prévenu ma femme? Alors il dit, non, on l'a appelé plusieurs fois, il n'y avait pas de portable à l'époque, mais elle ne répondait pas. Alors je dis, c'est sympa, les gars, si elle a vu la télé, et ma belle-sœur qui avait eu la télé rentre toute la mine décomposée dans la cuisine, et entre-temps j'appelle ma femme, et qui était au courant de rien, donc je ne lui dis rien non plus. Je ne lui dis pas qu'il y avait eu un accident. Tu rentres quand? Demain. Bon, très bien, tout se passe bien. Mais c'était déjà passé à la télé, mais elle n'avait pas entendu. Et donc, elle ressort de sa cuisine, et ma belle-sœur, en larmes, elle lui dit, François attrape un accident. Je viens de l'avoir au téléphone. Et là, la belle-sœur tombe dans les pommes. Et en fait,
On a eu la vie sauve et dans l'Everest aussi. Allez, vous nous raconterez ça demain. Bien sûr, bien sûr. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour Miguel. Bonjour. François Cornet, grand reporter, est notre invité pour ce livre Vas-y Coco. Alors on ne peut pas raconter tout ce qui est, parce qu'il faudrait des jours et des jours d'émission, mais une fois laissé pour mort, donc, sur ce fameux avion. Une autre fois aussi, vous nous avez dit hier, dans l'Everest. Oui, dans l'Everest. Alors dans l'Everest, c'était une expédition pour atteindre le sommet de l'Everest, et Gérard Devoissou, qui était un guide très célèbre de Chamonix, avait obtenu l'autorisation du gouvernement népalais pour faire cette expédition fin septembre. Il y avait 2 fenêtres de tir pour monter à l'Everest. C'était au printemps ou en hivernal, qui commençait avant les moussons et avant les avalanches. Et comme je connaissais bien Gérard Devoissou, il m'avait proposé de l'accompagner pour filmer ce qui devait être un exploit, ce s'est terminé en drame. Et donc, on était parti dans l'Everest pour les suivre, mais comme il faisait une marche d'approche qui durait 3 semaines à pied pour s'habituer justement, et qu'il n'y avait rien à filmer, on ne pouvait surtout pas diffuser, il était convenu que je le rejoigne en hélico au camp de base, quand il sera installé au camp de base. Ce que j'ai fait. Et au camp de base, on a commencé à filmer, bien sûr, toute l'installation de la paroi pour monter au sommet de l'Everest. Et on est resté 2-3 jours avec eux dans les camps numéro 1, numéro 2. Puis après, on est reparti à Katmandou. Il n'y avait pas de satellite non plus à Katmandou, il n'y avait rien du tout. On mettait la pellicule dans la valise, diplomatique ouais. Qui partait une fois par semaine à Paris. Donc il fallait absolument revenir pour donner cette pellicule, personne d'autre pouvait le faire à notre place, donc on revient. Et on reste 2-3 jours à Katmandou, et tout d'un coup, l'ambassadeur de France reçoit un télégramme comme quoi il y avait eu un accident très grave parmi les guides et les Sherpas, et Gérard avait trouvé la mort dans le camp numéro 3, et 5 de ses Sherpas. Donc, on était en plein drame déjà, et puis l'équipe, dirigée après par Georges Payot, qui était son adjoint, décide de tout arrêter. Ils n'avaient plus le moral et plus la forme. Puis ils avaient perdu. Avez filmé tout ça, vous ? Ben non, parce qu'on était à Katmandou. Et puis ça se passait à 3000, 4000 mètres d'altitude. Il n'y avait pas de caméra, là. Il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait rien. Donc, on avait des quelques nouvelles qu'on balançait par téléphone à Paris. Et tout d'un coup, on reçoit un message de l'expédition, comme quoi il y avait un guide, le doyen des guides, qui faisait partie de l'expédition, qui venait faire un œdème pulmonaire. Et si on ne le sauvait pas rapidement dans les 24 heures, l'œdème l'emportait. Parce qu'il était en altitude, il s'était fait mordre par un chien, il y avait un médecin dans l'équipe, mais on n'arrivait pas à le sauver, il fallait l'évacuer absolument. Mais il n'y avait pas d'hélicoptère, parce que les hélicoptères népalais étaient pris sur une révolution dans le nord du Népal, donc pas de moyens aériens. Mais il y avait 2 oiseaux qui étaient venus d'Aérospatiale pour vendre leur Alouette 3 à l'armée de l'air du pays, à l'armée, et ils étaient en démonstration, donc on les convoque pour savoir s'ils pouvaient monter. Non, il n'y avait pas de position possible pour se ravitailler en pétrole, c'était trop haut, ils ne pouvaient pas monter aussi haut et tout, et on était sans solution. Et à un moment donné, la petite secrétaire de l'ambassade, qui était aussi la petite amie d'un des guides, me rejoint à la sortie, parce que j'avais quitté l'ambassadeur en lui disant « on se revoit demain matin ». Bon. Et elle me dit « tu sais, on connaît un gars ici, un ancien du Vietnam, un Américain, qui a un bel... et qui fait des balades dans l'Everest avec ses passagers pour une compagnie népalaise. Et je dis, on le trouve où à cette heure-ci ? Il me dit, dans les bordels, dans les fumeries d'opium et tout ça. Donc nous voilà partis. C'était Katmandou puissance 10. Hein. C'est Katmandou de l'époque, le film, c'était rien à côté de cette vérité-là. C'était formidable. Et on retrouve le Zozo dans une boîte avec 2 nanas sur les genoux, complètement bourrées, camées et tout. Et elle me dit, c'est lui. Je dis, mais tu vois, donc elle était 4 heures du matin. Et on lui raconte notre histoire. No problem, tomorrow morning, 6 heures, rendez-vous à l'aéroport. Alors, je lui dis, mais comment veux-tu qu'il soit en forme pour aller là-haut ? Je prends pas trop de temps là. Non, j'essaie d'aller vite. Et donc, nous voilà partis le retrouver. Vous me retrouvez à l'aéroport. Je décollerai à 6 heures. Donc, on le retrouve à 6 heures moins le quart. Et il m'a dit, il faut que tu viennes avec moi.
Ah, j'ai dit, c'est pas prévu au programme. Ça, dans l'état où il était, et dans l'état où était l'hélicoptère, moi qui volais souvent en hélicoptère avec les gendarmes et tout ça, la protection civile et tout, l'armée, lui, c'était une 2 chevaux déglingués qu'il avait à côté, quoi, mais ça volait quand même. Et il me dit, non, parce que quand on monte là-haut, hein, c'est à 3-4 000 mètres, je sais plus, on met les pales, on met les patins sur le bord du rocher. Je peux pas couper le moteur, donc il faut que tu descendes, que tu montes le blessé et on repart aussitôt. Mais mon hélicoptère, il monte pas aussi haut, donc il faut qu'on se fasse aspirer par les courants ascendants. C'est rassurant. Alors, je donne un petit mot à la secrétaire, je dis, si j'y reste, t'envoies ça à ma femme, comme je suis pas un dégonflé, je vais y aller, elle le sait, puis va peut-être sauver un gars, donc je lui donne le petit papier avec le téléphone, et nous voilà partis. Mais le gars, il dormait à moitié en pilotant son hélico. Et arrivé en bas du rocher, enfin de la montagne de l'Everest, c'était le désert complet. On se pose. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je me ravitaille. Et derrière des bâches et tout, planqué, il avait ses réservoirs d'essence. Parce que comme il baladait les gens dans l'Everest, il avait ses relais de ravitaillement. Donc on fait le ravitaillement. Et puis il m'explique bien, il me dit, tu vois, ça c'était la place du mitrailleur dans mon hélico au Vietnam, donc tu te mets là, tu es en liaison radio avec moi. Quand on arrive, tu ouvres la porte, il ne faut pas que tu l'ouvres avant parce le vent nous aspirerait. Tu montes le gars, tu refermes et on descend. Et c'est ce qu'on a fait et on a sauvé le gars. Et donc ça c'était un beau souvenir. Tu me parlais d'anecdote, c'est mieux qu'une anecdote, quoi. C'est quelque chose de sympa, d'humain, et on a sauvé le gars, et j'étais devenu le citoyen d'honneur de Chamonix pendant quelque temps. C'était sympa. C'était sympa. Merci beaucoup. Je vous en prie. À demain. À demain. Bonjour, dernière émission de la semaine pour vous parler de Vas-y Coco, le livre de François Cornet, grand reporter. Alors évidemment, comme on le dit depuis le début de la semaine, on ne peut pas raconter tout ce qui est dans ce livre, il faut l'acheter pour se régaler, pour voyager. Mais quand on a vécu tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'on a un regard particulier une relation particulière avec la mort? Oui. J'ai vu la mort de trop près et la mort me bouscule encore, m'interroge encore. Même les gens qui meurent naturellement, ou de maladie, ou de vieillesse, quand je vais à un enterrement, ça me bouscule toujours. J'ai connu la personne, elle, je l'ai connue en plus, la personne. Là, les morts qu'on côtoyait, évidemment, on ne les connaissait pas, mais c'est toujours très impressionnant. Et ce qui m'a le plus remué les tripes dans la mort, c'est l'accident de l'autorail de Vierzy, un autorail qui venait de Paris et qui rentrait dans l'Aude et qui, en passant sous le tunnel s'est effondré. Et ce tunnel s'est effondré et l'autorail qui venait dans l'autre sens a percuté le premier autorail et c'était que des jeunes, des permissionnaires. À l'époque, il y avait des services militaires, donc il y avait des permissionnaires tous les week-ends. Et il y avait tous ces blessés, tous ces morts qui étaient dans l'autorail, dans les débris de l'autorail. Et on avait encore eu un privilège énorme là parce que les pompiers, les premiers arrivés, c'était en pleine nuit, n'avaient pas d'éclairage et notre éclaireur, qui était un ancien du cinéma, qui avait des batteries dans tous les sens, il était bardé de batteries comme un soldat qui va au combat bardé de munitions, lui était bardé de batteries et les pompiers, c'était interdit, il y avait des gendarmes, il y a un cordon de sécurité, on ne pouvait pas passer, on ne pouvait pas rentrer dans le tunnel avec les sauveteurs qui rentraient et donc les gars nous disent vous ne pourriez pas venir nous donner un coup de main avec votre éclairage? On n'a pas d'éclairage, il n'y avait rien du tout. Les rampes n'étaient pas encore arrivées et tout. Et donc on est rentré là-dedans avec le petit Meyer, dont son frère avait été tué au Temple d'Ancor, qui était caméraman aussi, avec Bernard Puissesseau, tu te souviens. Et donc ce gosse, qui était un gosse caméraman, c'était un de ses premiers reportages. Et il était gâté pour ses premiers reportages. Donc on va là-dedans avec l'éclaireur et le caméraman, le preneur de son, et on découvre. Mais là, ça venait d'arriver, quoi. Il y avait 1 heure et il n'y avait eu aucun secours. C'était dans l'état. Tous ces morts, tous ces blessés qui râlaient, c'était vraiment très impressionnant. Effectivement, la mort n'est pas ma copine. Bon, il faudra que j'y passe un jour aussi. Je préfère pas trop le voir, que ça aille vite. Mais quand les gens meurent autour de moi, ça me fait toujours beaucoup de peine. Alors, François, dans toutes ces aventures audiovisuelles, il y a le fait que tu as, bizarrement, et pas forcément tous les journalistes le sont, tu as un contact avec la religion qui est très important. Tu connais très bien
le père Constant qui officie à Ajaccio, la cathédrale d'Ajaccio. Tu as pris contact dernièrement avec notre ancien évêque qui est cardinal aujourd'hui, Bustillo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la religion ? Eh bien, la religion, j'ai toujours été élevé par une famille religieuse. Je ne suis pas devenu séminariste, c'était pas mon truc, mais j'ai toujours respecté la religion, je l'ai toujours fréquentée, j'étais enfant de chœur, bien sûr, quand j'étais jeune. Être passé 2-3 fois au fil de la mort, c'est pas que ça m'a donné des leçons, mais ça m'a fait réfléchir. Parce qu'effectivement, pourquoi moi on m'épargne et pourquoi les gosses de l'autorail de Vierzy périssent un soir de week-end. Donc effectivement, j'ai toujours été très près de la religion. Et j'ai eu l'immense privilège de pouvoir interviewer, très brièvement, mais quand même, Jean-Paul II, après son attentat, quelques mois après son attentat, au cours d'une réunion qu'il avait avec les frères des écoles chrétiennes, avec qui j'étais frère, bien sûr, de cœur et d'esprit, parce que c'était des types formidables, et on m'avait invité à cette réunion. Et il venait soutenir pour leur jubilé les frères des écoles chrétiennes créés par De La Salle. Et donc j'ai eu le privilège de lui être présenté. Il m'a dit quelques mots à la télé qu'on avait rediffusé le soir. Et ça m'avait énormément marqué. Cet homme m'a énormément marqué. Je l'ai retrouvé à Lyon au cours des Journées mondiales. C'était une grosse cérémonie. J'ai eu l'occasion de le réinterviewer une deuxième fois. Ça m'avait bousculé cette rencontre. Donc effectivement, je suis près de la religion, c'est vrai. Et à ce titre, je fréquente effectivement beaucoup d'abbés, maintenant un peu l'évêque de Corse que j'ai rencontré, qui est un homme formidable, que j'appelle le baroudeur de l'Église parce qu'il se démène beaucoup et depuis toujours. En discutant avec lui un jour, le diocèse de Corse a, semble-t-il, quelques difficultés financières pour faire face aux dépenses. Par les dons s'amenuisent, il y a moins de croyants, mais il y en a partout moins de croyants. Hein. Bon, et les dons s'amenuisent. Mais le grand objectif du diocèse de Corse, c'est de faire former ses propres séminaristes, comme tous les diocèses le font, mais il préfère que ce soit des séminaristes corses, qui connaissent le terrain, qui connaissent la mentalité corse, ce qui est tout à fait normal, comme l'abbé Constant, qui est un Corse à vrai, et qui a su, pendant 24 ans exactement, bien s'occuper de sa communauté de Porto Vecchio, et lui aussi m'a donné des grandes leçons, et m'a montré que les religieux, lorsqu'ils s'impliquent réellement, sont des meneurs d'hommes, quoi. Ils vont dans le bon sens, ils rapprochent les hommes de Dieu. Et en discutant avec le cardinal Bustillo, on a parlé de ça, de manque de moyens, et je lui dis, il faudrait peut-être que les fidèles corses, ou les autres, mais comme il s'agit de la Corse, les fidèles corses, se rendent compte de la complexité de la formation d'un prêtre. C'est 7 ans d'études. Et ce n'est pas des petites études, c'est des grosses études, en théologie, en philosophie, en langue, en réflexion, en préparation de sermons. C'est un très gros travail de formation. Et ce travail de formation a un prix. Il faut savoir qu'un séminariste, ça coûte au diocèse 30 000 euros par an, un seul. Bon, là, il y en a 6 à la rentrée. Bon, et je lui dis, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose qui puisse aider les gens à comprendre qu'il faut former réellement les prêtres, mais bien les former pour qu'ils se soient de saints prêtres et de bons prêtres. Il était partant sur cette idée, donc j'ai commencé à travailler en faisant témoigner, si vous voulez, d'abord les séminaristes eux-mêmes, ceux qui sont devenus prêtres et qui sont passés par le séminaire. C'est le séminaire en principe d'Aix-en-Provence ou celui français de Rome. Et peut-être que ce livre, dont les bénéfices évidemment de vente iraient directement au diocèse pour aider leur formation de séminaristes, on est en train de travailler là-dessus, et je pense que ça peut être porteur, parce que nos meilleurs agents, c'est les prêtres.
avant la sortie de la messe, ils peuvent très bien rappeler qu'il faut aider l'Église, le diocèse, pour former ses prêtres. Donc, on est parti sur ce projet-là, et je pense qu'on pourra sortir en septembre. Oh, ce sera un petit projet d'une centaine de pages, pour que ce ne soit pas difficile à lire, mais avec des vrais témoignages de séminaristes et de prêtres. L'abbé Constant dont on parle, c'est quand même lui le responsable des vocations du diocèse. Il sait de quoi il parle, hein, parce que lui aussi a fait le séminaire d'Aix-en-Provence, celui d'Avignon. Bon, donc ce sont des témoignages qui tiennent la route et qui peuvent un peu bousculer l'esprit des fidèles pour se dire, oui, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus généreux parce qu'on a besoin de prêtres, et si on n'en trouve pas, il y a beaucoup de paroisses à desservir. Il y a 64 prêtres, je crois, en Corse, pour 400 et quelques paroisses, ce qui n'est pas beaucoup, hein. Et ils font l'aller-retour sans arrêt, ils sont sans arrêt en mouvement, et ils ne peuvent pas dire toujours les mêmes choses. Il faut qu'ils pensent un peu, ils le font. Voilà, donc c'est un projet qui me tient à cœur, non seulement parce qu'effectivement je suis chrétien et que je suis croyant et que j'y crois, et qu'on peut bouger des choses en expliquant bien le phénomène et en expliquant bien le pourquoi les gens ne comprennent pas toujours la complexité de la formation d'un prêtre. Merci beaucoup François Cornet, merci Miguet. Au revoir. On se retrouve très bientôt. Merci.